Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. « 22 mars 2016. Tout le monde s'en souvient. Hall des départs de l'aéroport de Zaventem, 2 bombes viennent d'exploser. Bilan de l'attentat, 18 morts et près d'une centaine de blessés. Une 3e bombe devait faire plus de victimes, mais le terroriste ne l'actionne pas, il prend la fuite. À la requête du parquet fédéral et du juge d'instruction à Bruxelles, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. L'homme recherché par toutes les polices d'Europe. Voici son avis de recherche diffusé par les autorités belges. On le voit sous différents profils. Des images de la vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles. C'est sur lui que les recherches se concentrent désormais, avec multiplication de barrages et de contrôles d'identité. Un suspect est finalement intercepté 3 jours plus tard. Les médias lui donnent un surnom bien particulier. Si je vous le dis dans les titres, celui que l'on appelle l'homme au chapeau. Le complice des 2 kamikazes de l'aéroport aurait été identifié. Им оказался задержанный днем ранее Фейсал Шефу. Сообщается, что до этого Шефу уже подозревался в вербовке экстремистов. كما تمكن من التعرف عليه سائق التاكسي الذي أوصل الانتحاريين 3 إلى المطار. للإشارة كان فيصل شيفو يشتغل في مجال الصحافة الحرة في بروكسل. Faisal Shafal. He was arrested Thursday night outside the prosecutor's office. He is the first person charged in direct connection to the Brussels attacks. But is he the notorious man in the hat? Faisal Chefou est inculpé pour acte de terrorisme. La traque du 3e homme prend fin. En détention, il engage alors un avocat, Olivier Martins. Faisal Chefou ne le sait pas encore, mais il va devenir un blessé de la presse. Cette affaire, son avocat s'en rappelle comme si c'était hier. Et là, le juge d'instruction me dit « Bonjour, maître Martins, je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Je sens que l'atmosphère n'est pas aussi conviviale que d'habitude. » Et le juge d'instruction me dit « J'espère que vous savez là où vous mettez les pieds. » Et là, je dois dire que je suis, sur le moment, je suis décontenancé, surpris. Je suis un peu désarçonné. Pourtant, il m'en faut beaucoup pour ça. Mais je me retrouve face à une situation que je n'avais pas envisagée. Je vois un jeune homme apeuré, inquiet, qui ne comprend pas. Et je me rappelle, je lui ai dit, mais monsieur, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes arrêté après m'être présenté? Et là, il me dit, mais non, il me dit, on me parle de terrorisme. Et je lui dis, vous êtes arrêté pour les attentats de Bruxelles. Et là, je lui dis, écoutez, je veux être très clair avec vous parce que il y a le petit-fils d'une magistrat que j'aime beaucoup qui est décédé dans le métro à Malbec. Je lui dis, si vous êtes lié de près ou de loin à ce dossier-là, je préfère ne pas vous défendre parce que je ne m'en sens pas capable aujourd'hui. Et là, il me dit, mais maître, j'ai absolument rien à voir, vous devez me défendre, aidez-moi, je vous prie de me croire. Et donc, il arrive à me convaincre comme ça en quelques secondes et je sens que ce monsieur, alors c'était pas une inspiration divine, mais j'ai senti qu'il transpirait l'innocence. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Et je lui ai dit, ok, je suis votre homme. Olivier Martins est convaincu de l'innocence de son client. Faisal Chefou n'est donc pas l'homme au chapeau. Pour son avocat, d'autres pistes sont à explorer. J'ai un moment comme ça, un éclair dans ma tête, et je dis, mais je voudrais bien revoir les photos des personnes à l'aéroport, les 3 personnes qui sont arrivées, les 3 terroristes. Je vois que celui, l'homme au chapeau, c'est le seul qui n'a pas de gants quand il pousse le chariot. Je dis, écoutez, il faut absolument saisir le chariot et faire les comparaisons d'empreintes. Prenez les empreintes de mon client, faites la comparaison. Je me rappelle le lundi de Pâques et mon téléphone sonne aux alentours de 16h et je vois le nom du juge d'instruction qui m'appelle. Il me dit, écoutez, on a les résultats ADN, on a les résultats des empreintes, on s'est complètement trompé, c'est pas votre client, on sait qui c'est, vous verrez qui c'est plus tard, je libère immédiatement votre client. » Et là, je suis dans une situation,
Je pense que je n'ai pas rencontré 2 fois dans ma carrière parce que j'étais tellement convaincu de son innocence que j'ai un soulagement en moi de me dire, voilà, ce garçon va être libéré. Moi, j'y ai toujours cru depuis le premier jour. Les autorités judiciaires s'étaient véritablement trompées, mais je dois reconnaître que 3 jours après, mais c'est 3 jours de trop dans la vie d'un homme dont certaines personnes croient encore qu'il a un lien, mais qu'il est écarté par, je dirais, les circonstances des choses. Même si Faisal Cheffout est libéré, des traumatismes persistent, notamment ceux liés à son arrestation. On était suivis par la police. Et là, d'un coup, un autre véhicule, il vient nous bloquer vraiment le chemin brusquement. Et on est encerclé, en fait, de véhicules et des policiers. Et un policier qui est venu vers la gauche et qui a commencé à taper dans la vitre en disant « Tu ouvres, tu ouvres !» Et donc, je vais pour lui ouvrir et il y a un autre policier vers la droite qui me dit « Tu ouvres pas, sinon je te donne une balle dans la tête !» Après la libération de Faisal Cheffout, les médias s'emballent. J'ai été assailli de coups de téléphone de journalistes vraiment du monde entier. J'ai eu des journalistes de Taïwan, de Pékin qui m'appelaient dans tous les sens. Le problème, c'est qu'à partir du moment où dans le monde entier on annonce l'arrestation de ce 3e homme, de l'homme au chapeau, la façon dont c'était annoncé faisait penser qu'il n'y avait aucun doute. Annoncer quelque chose le vendredi en disant « Nous avons arrêté l'homme au chapeau, il est sous mandat d'arrêt » et 3 jours après annoncer que c'était une erreur, c'était l'incompréhension la plus totale. Faisal Cheffout est donc innocent. Mais c'est trop tard, son nom, son visage sont déjà dans les médias du monde entier. Je voyais aussi via la télé de la prison l'ampleur, les débats, des personnes qui parlent en mon nom alors que je ne les connais même pas. Moi, j'ai très bien compris, à partir du moment où vous êtes accusé de terroriste, on peut faire ce qu'on veut de vous. Vous avez perdu tous vos droits. Donc moi, quand je vois ça, je suis obligé de subir en fait. Voilà, je subis le temps que la vague passe. J'ai voulu le rencontrer pour qu'il me raconte ce qu'il a vécu. Il a refusé de témoigner à moins que j'accepte certaines de ses contraintes. Il voulait avoir les droits du documentaire pour son média indépendant. Il m'a aussi demandé d'écrire des articles gratuitement pour ce même média en échange de son témoignage. Ces conditions étaient inacceptables, je les ai donc refusées. À défaut d'avoir son témoignage, je veux savoir ce qui a été dit sur lui. La Bibliothèque royale de Belgique conserve toutes les archives de la presse écrite belge. Tous les articles parus lors de l'arrestation de Faisal Cheffout y sont répertoriés. Je suis sûre de pouvoir ainsi cerner au mieux la couverture médiatique de son affaire. En parcourant de nombreux articles, je prends conscience que sa tête et son nom sont absolument partout. L'anonymat de Faisal Cheffout n'a donc jamais été préservé. Pourquoi les médias n'ont-ils pas pris plus de précautions ? J'ai contacté les rédactions francophones du pays afin d'avoir des réponses à cette question. Malheureusement, ce fut compliqué d'avoir des journalistes qui acceptaient ma demande. J'ai tout de même réussi à rencontrer 2 d'entre eux. Arthur Sand et Tony Chalot ont suivi les attentats de près. L'actualité policière et judiciaire fait que parfois on doit réagir aussi très rapidement sur des événements qui se produisent. C'est clair que je pense que dans beaucoup d'articles de l'époque, il y a clairement un manque de prudence qui est vraiment éclairé aussi par, bien sûr, la suite de l'affaire, mais donc qui doit nous permettre de nous poser des questions. Je dis, c'est un peu tout l'enjeu de parvenir à vérifier des informations dans un laps de temps qui est assez réduit. Et voilà, sur des sujets où on n'a pas droit à l'erreur et pour lesquels il faut vraiment redoubler de prudence. Voilà, il y a un devoir de prudence quand même dans la manière dont on narre et dont on raconte toutes ces histoires. Il faut toujours bien garder à l'esprit aussi dans quel contexte on est. Et voilà, il est interpellé, nous on apprend ça. Donc voilà, on a les confirmations de nos sources, des confirmations officielles, qu'en effet, oui, on a interpellé une personne qui pourrait être l'homme au chapeau. Donc moi, de mémoire, j'avais écrit ça, on a peut-être arrêté l'homme au chapeau. Au-delà de considérer la question de l'erreur judiciaire, il y a des précautions qui doivent être prises dès lors qu'on décide de mentionner en fait, l'identité de quelqu'un dans le contexte d'une affaire judiciaire, en fait, que ce soit par ailleurs une victime ou un suspect. Il y a juste simplement se poser la question de qu'est-ce que ça va apporter en fait, de donner l'identité de quelqu'un dans le cadre d'un dossier. Ce que je veux juste aussi préciser par rapport à son cas,
et qui est peut-être sans doute une des raisons pour laquelle son nom a été médiatisé de manière complète aussi assez rapidement, c'est que c'est pas quelqu'un qui était tout à fait méconnu dans la sphère publique. Dans le contexte d'urgence, que la photo était nécessaire ou non, mais je me souviens plus exactement de la manière dont ça a été publié, etc. Je vois très bien la photo, c'est une photo où il fait une interview avec son petit micro bleu. Là. Est-ce qu'on a flouté cette photo? Est-ce qu'on lui a mis un bandeau? Ou est-ce qu'on l'a laissée nature, comme ça? Ouais, elle était laissée telle qu'elle, ouais. C'est tel cas. Bon, bah voilà, j'ai pas spécialement d'explication à donner. C'est dans l'urgence, c'était comme ça. Tout ça, c'est des articles qu'on tape à 23h, parce qu'il avait été arrêté assez tard en plus. Bah là, si vous me dites que les photos n'étaient pas floutées, etc., je pense que ça, c'est peut-être la précaution qu'on aurait pu prendre à ce moment-là. Et peut-être qu'on a un peu zappé, un peu groggy par toute cette situation aussi. C'est parfois un peu compliqué de faire tout à 100% bien. Ça reste un travail humain, après tout. Mais moi, les journalistes qui agissent ainsi, pour moi, ce ne sont pas des journalistes. Pour moi, ce sont des personnes qui n'ont aucun sens de la réalité et de l'impact de leur métier. Donc pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui informe de la réalité. Un journaliste peut se tromper s'il a lui-même été trompé, mais la moindre des choses, c'est de le reconnaître. De ne pas revenir en arrière sur ce qui a été dit, pour moi, c'est la pire des choses. Donc c'est la négation du métier de journaliste. Tout le monde a droit à l'erreur. Mais un journaliste qui fait une erreur, et je dis toujours l'erreur est humaine, donc il est sain de se tromper, mais il est sain de reconnaître qu'on s'est trompé. D'accord, on est en pleine situation d'urgence, mais même dans ces moments, j'imagine que les journalistes doivent suivre des règles. Je me suis plongée dans le code de déontologie journalistique. Il regroupe toutes les règles à respecter. En cas de non-respect, le CDJ, le Conseil de déontologie journalistique, peut sanctionner les journalistes. Muriel Anneau est la secrétaire générale du CDJ depuis 2016. L'urgence ne change rien au respect de la déontologie. Et donc les règles de déontologie, qu'on soit en urgence ou pas en urgence, elles ne changent pas. Par contre, c'est vrai que le CDJ a émis toute une série de recommandations urgentes, comme par exemple une situation d'attentat. La déontologie, elle est invariable. Ce qui change, par contre, en fonction du support, en fonction du genre, en fonction de la nature du média, il va y avoir des ajustements déontologiques. Mon tableau commence à être bien rempli. J'ai déjà quelques pistes de réponse, mais j'ai encore besoin d'avis externes au monde journalistique. Michael Dantine est criminologue et spécialiste des médias. Il est également professeur à l'Université de Liège. Lors de la semaine qui a suivi les attentats, il a été énormément sollicité par les médias, qu'ils soient belges ou étrangers. Il est à l'origine d'un terme qui colle parfaitement au traitement médiatique des affaires judiciaires, le décrescendo médiatique. Je me suis rendue sur le campus du Sartillement pour le rencontrer entre deux cours. Alors le décrescendo médiatique, de manière très simple, c'est en réalité la couverture médiatique dans une affaire criminelle va en fait diminuer au fur et à mesure que la procédure pénale, donc la procédure criminelle judiciaire, va avancer. Donc on parlera beaucoup plus d'effets au moment où ils surviennent, beaucoup moins d'effets au terme de l'enquête, beaucoup moins encore d'effets au moment du procès, et on ne parlera quasi pas de l'exécution de la peine, et si c'est une peine de prison, par exemple, de ce qui se passe en prison. Est-ce que lorsque quelqu'un qui pourrait être cet homme au chapeau est arrêté, les médias ne devraient pas en parler et ne devraient pas dire qui c'est? De toute façon, je pense que, alors on pense qu'on veut de cette logique, les médias se diront de toute façon, si je ne donne pas cette identité, les autres vont la donner. Ce qui est une manière de se déresponsabiliser. Vous voyez votre nom étalé, associé, accolé à quelque chose de grave et de désagréable, votre vie est retournée de fond en comble, on vous incarcère éventuellement, et c'est très désagréable, suite à ce qui est une erreur, donc ça engendre toute une série de séquelles, et en plus, il y a des gens qui, quand bien même la démonstration de votre innocence a été faite, conservent à votre endroit un doute en se disant il n'y a pas de fumée sans feu. Et lorsqu'on est face à une erreur, lorsque ça arrive, eh bien en fait, les ravages, les conséquences, en plus
elle dépasse parfois la simple personne de celui qui est mis en cause, pour concerner sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Et justement, l'une des erreurs judiciaires qui représente bien ce que Michael Dantin évoque, c'est celle de Patrick Dils. À 16 ans, il est inculpé pour un double meurtre d'enfants en 1986. Patrick Dils est blanchi 16 ans plus tard, mais durant chaque étape des procédures judiciaires, sa famille est assaillie par les médias. Ses parents étaient sur tous les plateaux télé. Au départ, on n'a rien compris du tout. Alors rien du tout. Et puis le temps qu'on analyse, qu'on se pose des questions, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, et pourquoi lui? Des dizaines de micros les attendaient à la sortie du tribunal. Et puis que j'avais eu des preuves, je ne serais pas là en face de vous, je me serais suicidé parce que j'aurais pas supporté d'avoir engendré un monstre. Et même jusqu'à leur domicile. La police l'a fait avouer de force. Comme ma femme a dit tout à l'heure, tu verras tes parents, tu auras à manger, à boire si tu dis que c'est toi. Ils étaient véritablement au cœur de la machine médiatique. Quelles mesures les journalistes peuvent-ils prendre pour préserver de ces séquelles médiatiques? Même si c'est plus lourd stylistiquement, phonétiquement, il faut utiliser des conditionnels. Même si il faut commencer chaque paragraphe par « attention au respect de la présomption d'innocence », je pense qu'il faut le faire. C'est plutôt là, à mon sens, que ça se joue, que s'il faut en parler ou non. La déontologie, c'est pas blanc-noir, on est sur une ligne frontière où c'est le contexte qui va déterminer si on est plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et donc, il est logique et naturel que les journalistes rectifient rapidement, explicitement, les informations erronées dont ils ont connaissance. Peut-on tout dire? Comment le dire? Prendre des précautions. Il ne faut pas non plus générer de la panique, il ne faut pas créer des phénomènes qui ne seraient pas positifs non plus dans la situation à traiter, avec la temporisation, la vérification et la responsabilité sociale au moment de la diffusion. On a tous le droit de faire des erreurs, mais donner sciemment un nom qui n'est pas le bon ou qu'on sait particulièrement incertain, ça, c'est une faute. Et c'est une faute d'abord de nature éthique et déontologique. C'est comme dans l'erreur judiciaire, pour l'erreur médiatique. C'est est-ce qu'on a mis tout en œuvre pour éviter cette erreur? Si, effectivement, on a mis tout en œuvre, c'est une erreur. Si on n'a pas mis tout en œuvre, c'est une faute. Après avoir consulté l'avis de différents experts, je me suis renseignée pour savoir si quelqu'un pouvait encore apporter un dernier point de vue dans mon enquête. J'ai alors découvert un sociologue des médias, reconnu dans le monde francophone, Jean-Marie Charon. Un de ses nombreux ouvrages est au cœur de mon enquête. Son titre, Un secret si bien violé, la loi, le juge et le journaliste. Dans ce livre, Jean-Marie Charon s'intéresse aux relations qu'entretiennent les médias avec la justice. L'une des affaires qu'il a le plus traitées et qui l'a marqué, c'est une célèbre erreur judiciaire française, l'affaire d'Outreau. Dominique Viel, le prêtre ouvrier en premier, suivi de Daniel Legrand. Les voici enfin, les 6 acquittés. Sous les applaudissements, ils apparaissent. Les yeux sont rougis par les larmes, mais le sourire l'emporte. Il y a eu des tentatives de suicide. Il y a eu des séjours en psychiatrie. Il y a eu des douleurs, des familles brisées, des enfants brisés. Il y a nous de brisés. L'affaire d'Outreau, il est question de pédophilie, 4 années de procédure et 2 procès pour arriver à ceci. 12 enfants reconnus victimes d'agressions sexuelles et seulement 4 personnes reconnues coupables.